Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire, donc, ou le webinaire du mois. C'est un webinaire qui, en fin de compte, est inspiré d'une conférence que j'avais tenue à l'époque. Et donc, c'est inspiré de ça parce que très souvent, déjà, on mélange un petit peu les concepts dans ce qui est une crise psychologique. Et en plus, oui, des fois, on va peut-être chez le psychiatre, machin, etc., quand franchement, il n'y en a pas besoin. Et je trouve qu'il est bon de faire un petit peu une mise à niveau, en quelque sorte, et de voir un petit peu, déjà, ce qu'est une crise, deux, comment elle se développe, et puis trois, qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que, bien entendu, il y a généralement, heureusement encore, il y a des solutions. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Alors, il y a deux formes de crise principales dont on va parler. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle la crise traumatique, qui va être celle qui va nous intéresser, qui va nous intéresser particulièrement. Et puis, il y a ce qui s'appelle la crise de développement, ce qui sont les crises existentielles. Alors là, on va passer un petit peu vite dessus à la fin, juste histoire de mettre certains concepts en place. Et puis, ouais, aujourd'hui, je vais aussi vous faire travailler les langues. On va commencer par le chinois et puis on va finir par le danois. Voilà. Parce que, en fin de compte, là, ce que vous voyez, les signes chinois, c'est en fin de compte le mot crise en chinois. Alors, le premier, c'est en chinois classique, en chinois traditionnel, et le second est en chinois simplifié. Et le mot crise en chinois est composé de deux signes, où le premier signe, en fin de compte, veut dire danger. Et le deuxième signe, alors très souvent on dit une connerie, on dit que ça veut dire opportunité, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un mot qui est contenu dans opportunité, mais qui est plutôt un point de changement, un moment de changement, ou un moment d'inflexion, une inflexion. Bon, c'est peut-être aller un petit peu loin dans les détails, mais j'ai trouvé en fin de compte amusant que dans ce langage, on composait le mot crise de quelque chose qui pouvait presque être pris, peut-être pas comme positif, mais comme quelque chose, comme une possibilité de grandir. Et je trouve qu'il est important de se souvenir que c'est parfaitement possible de grandir, même au travers d'une crise. Alors, après, il y a une question de définir ce qu'est une crise, parce que ça dit beaucoup de choses et il y a plusieurs définitions. Et donc, moi, je reste un petit peu dans le Nord, avec Johan Kullberg, qui était norvégien, je crois, et qui donc avait défini une crise comme un état psychologique dans lequel on se trouve lorsqu'on est confronté dans une situation de vie, en quelque sorte, où on n'est pas armé pour. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de vie où les réactions qu'on a apprises, nos expériences, tout ce qu'on a pu faire et apprendre pour gérer notre quotidien, et bien là, tout d'un coup, ça ne suffit plus et on ne peut plus maîtriser la situation, on ne sait plus où on en est, et boum, on entre en crise. Et après, le truc, c'est que la crise, ça n'est pas seulement quelque chose qui vous arrive, une chose qui arrive. Oui, c'est une chose, la crise, mais cette crise, elle est composée de plusieurs phases. Et ça sert en fin de compte à rien de ne pas reconnaître qu'il y a différentes phases et qu'en plus de ça, il y a différentes façons de réagir dépendamment de ces phases. Et en plus, pour les personnes qui veulent ou qui peuvent aider une personne qui est en crise, eh ben, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on fait, dépendamment de quelle phase on parle. Alors, la première phase qui arrive dans une crise, c'est ce qu'on appelle la phase de choc.
Alors la phase de choc, c'est quand on apprend la nouvelle ou quand on vit la crise ou quand il nous arrive quelque chose ou quand il arrive quelque chose à quelqu'un qui nous est cher. Enfin bref, quand il arrive quelque chose qui est compris comme violent, qui est reçu comme violent, on entre en phase de choc. Et la phase de choc, en fin de compte, elle est surtout là pour nous aider à survivre, pour ne pas être totalement submergé par nos émotions, totalement submergé par tout ce qui nous arrive. Donc ça fait la phase de choc est en fin de compte une forme d'amortisseur. Elle amortit de façon à ce que l'on puisse prendre en fin de compte et comprendre ce qui nous arrive ou ce qui est en train d'arriver au goutte à goutte, petit à petit. Parce que si ça nous arrivait tout d'un coup, ça serait tout simplement trop violent. Et c'est pour ça que là, ça ne sert pas à grand-chose quand la personne est en phase de choc, d'essayer absolument de lui faire comprendre qu'il faut réagir, que c'est bizarre que tu pleures pas, ou c'est bizarre que tu ne réagisses pas, il y a quelque chose qui ne va pas, vite, on va l'amener chez le psychiatre pour lui donner des médicaments. C'est un mécanisme de protection et il faut le laisser passer en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec une personne qui est... Ouais, la sidération, nous dit Olivier, oui, c'est également une bonne définition. Et là, si vous êtes en présence de quelqu'un donc, qui est toujours dans cette phase de choc, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, en fin de compte, hein, autre que s'assurer que la personne... se sent aussi bien que possible, s'assurer qu'elle ne va pas faire quelque chose qu'elle risque de regretter. Soyez rassurant, soyez là, en quelque sorte. Et puis, donnez-lui à boire, laissez-la parler si elle a quelque chose à dire. Dites-lui, maintenant, il est peut-être tard, essaie de dormir un peu, ou est-ce que tu veux qu'on sorte ? Enfin... Contentez-vous, en fin de compte, dans ce cas-là, il est seulement question de répondre aux besoins primaires. Très souvent, peut-être, la personne peut éventuellement pleurer. Et alors, on peut pleurer dans la phase de choc, mais aussi très souvent, les larmes, ça va être le début de la phase de réaction, qui est donc la phase suivante de la crise. Et la phase de réaction, c'est la personne lâche, avec les larmes par exemple, elle va lâcher la chose ou la personne, ou enfin ce qui lui est en train d'arriver. Elle lâche les émotions en quelque sorte. Alors il ne faut surtout pas empêcher la personne de pleurer. Vous inquiétez pas, même si les gens... Alors la phase de choc... Je ne l'avais pas écrit, ça ? Ah oui, oui, de quelques instants à plusieurs jours. Oui. Et donc, là, oui, on va passer à la phase de réaction. Donc, la phase de réaction qui s'étend donc de 4 à 6 semaines. La phase de réaction, la personne va comprendre et vraiment réagir à ce qui se produit. Et elle est, en fin de compte, forcée d'être confrontée à cet événement traumatique, quel qu'il soit. Et donc, on peut voir plusieurs mécanismes de défense qui peuvent entrer en jeu dans le comportement de la personne. Donc, dans la phase de réaction, vous pouvez risquer de voir plusieurs différents mécanismes de défense comme, alors c'est les mécanismes de défense psychologique les plus classiques, ça va être le déni. Alors le déni, ça va être la personne qui va refuser d'accepter certains aspects de la réalité. Ça va être, je me souviens d'une voisine qu'on avait qui avait perdu son enfant dans un accident et qui continuait à lui faire son petit déjeuner, à lui faire ses repas, à préparer... Enfin, c'était une forme de déni de la disparition de son enfant. Ça peut être aussi une personne qui reçoit un diagnostic d'un médecin et qui va dire « Oui, bon, ils se sont trompés, de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent. » C'est vraiment le déni de la réalité. C'est une façon de se protéger. Ça va être la projection.
où les choses qui nous paraissent inacceptables, on va les attribuer à quelqu'un d'autre. Alors par exemple, disons, ça peut être une personne qui a perdu son emploi et à cause d'une restructuration ou quelque chose comme ça, qui va entrer en crise et qui va accuser ses collègues d'avoir conspiré contre lui pour éviter ou pour cacher son sentiment d'échec, par exemple. Il y a la dissociation. Alors la dissociation, c'est un petit peu spécial parce que la dissociation peut se produire, en fin de compte, en période de choc. Par exemple, beaucoup de femmes qui se font violer, au moment du viol, vont se dissocier pour éviter la douleur, pour pouvoir supporter, en fin de compte, de survivre. C'est un phénomène de survie et c'est ce qui fait que, bien souvent, la police ou autres disaient ah bah oui ben donc dans ce cas-là vous étiez consentante si vous n'avez pas si vous n'avez pas frappé etc. Donc c'est pas de cette dissociation là que je parle. Là je parle enfin si c'est le même principe mais ça va être dans la phase qui est là, c'est dans la phase de réaction, ça va plutôt être une façon de raconter l'événement qui peut paraître un petit peu détachée. Où on se dit, mais apparemment, mais il n'a pas compris ce qui se passe, ou elle n'a pas compris ce qui se passe, elle n'a toujours pas saisi, et on pourrait croire qu'elle est toujours en état de choc, mais non, ce n'est pas l'état de choc, c'est la phase de réaction, et on est en ce moment en dissociation parce que il nous faut prendre les choses une à la fois. Vous avez donc la rationalisation. Donc, par exemple, ça va être, on va rationaliser le truc en disant bon ben voilà, c'était inévitable, c'est mieux comme ça, etc. La dissociation fréquente chez les autistes SDI, non. Je pense que la dissociation et le déni sont sûrement les plus utilisés chez les autistes parce que ce sont ceux qui sont à la base. En fin de compte. On va dire qu'à la base des mécanismes de défense, peut-être qu'il faudra que je fasse tout un webinaire sur les mécanismes de défense, mais à la base des mécanismes de défense, on va dire qu'il y a un déni. Ça peut être un déni de la réalité, ça peut être un déni, dans ce cas-là, du traumatisme. Donc ça, c'est le plus primaire. Et la dissociation est celui qui vient après. Les autres, par exemple la projection, la rationalisation demande quand même plus de pensée et de construction cognitive, et donc ils viennent généralement après ou plus tard. En règle générale, on va surtout partir dans le déni, la dissociation, ça va être ce qui va être le plus simple et le plus instinctif. Et donc peut-être que chez les autistes, ça va être le plus évident à utiliser. Et puis donc, on a les régressions, qui est où on retourne un petit peu à un stade antérieur, psychologiquement parlant, du développement. Si une personne qui a une catastrophe naturelle, par exemple, et qui va devenir excessivement dépendante, incapable de prendre des décisions, ça va être les personnes qu'on peut voir justement qui ont l'air de se laisser aller, de revenir presque comme des bébés, comme des enfants, de qui on doit prendre soin, sans ça, elles ne le font pas. Ça va être la régression. Et puis le refoulement, ça va être la mise à l'écart inconsciente d'une pensée ou d'une émotion. Ça pourrait ressembler un petit peu à la dissociation, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça va être certains moments traumatisants auxquels qu'on va mettre un petit peu à distance pour éviter le contact émotionnel avec ces mécanismes. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement chez les survivants de conflits armés, de guerres, les gens qui rentrent du front. Eh ben, il va y avoir des moments traumatisants du conflit qui vont être totalement oubliés. Là, il n'y a plus rien, quoi. C'est totalement refoulé, il y a un trou noir. Donc cette phase de réaction va très souvent contenir un ou plusieurs mécanismes de défense. Et dans ce cas-là, si on est une personne une proche de cette personne, il est important de faire comprendre à cette personne que ce qu'elle ressent, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du processus de crise. Donc, laissez couler, laissez aller, écoutez. Et surtout, n'invalidez pas
les émotions et les réactions. Commencez pas à lui dire mais non, c'est pas ça, il faut pas non plus, oh là là, mais tu exagères, ou mais non, ça aurait pu être bien pire, etc. Elle a franchement pas besoin de ce genre de truc en ce moment-là. C'est vraiment le moment où il faut la fermer, quoi. Et puis, surtout, n'allez pas dans la pathologisation. Je vais y arriver. Alors, je crois que l'exemple le plus frappant que moi j'ai connu à l'époque, alors j'étudiais toujours à l'époque, donc je travaillais comme aide-soignant. Et ma collègue, on était deux, on était en binôme. Ma collègue, il y a son mari qui vient. Alors, j'étais de soir, c'est-à-dire qu'on commençait à 14h, c'était 14h, 23h. Donc, on était déjà arrivé au soir et arrive son mari qui apparemment lui annonce que son père, qui était à l'hôpital, était maintenant décédé, il était mort. Et la pauvre, elle était au travail au moment où son père est mort, quoi. C'était... Bon, alors oui, c'est vrai que c'était quelque chose, c'était attendu, mais bon. Et donc elle commence à pleurer, elle tombe en larmes, quoi. Et puis il y a son mari qui est là, planté comme un piquet. Bon, moi je dis rien, c'est pas mon boulot. Et puis à un moment donné, il se tourne vers moi et puis il me dit mais est-ce que tu as des médicaments à lui donner pour qu'elle arrête de pleurer? Mais non, écoute, on ne donne pas des médicaments pour quelqu'un qui pleure. Ce qu'elle a besoin, c'est que tu la tiennes dans les bras, espèce d'abruti, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... donc, surtout, éviter un petit peu cette pathologisation qu'on a un petit peu trop l'habitude de faire, hein, entre les pilules pour dormir, pour se réveiller et pour aller mieux. C'est tout à fait normal de réagir de cette façon-là quand on est en crise. Si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, la réaction peut être violente. Et comme je lui avais dit d'ailleurs, t'inquiète pas, elle ne va pas pleurer comme ça toute sa vie, hein. Les grosses crises de larmes, elles peuvent durer 20 minutes, 1 heure, mais après, voilà, ça se calme un peu. Ça ne veut pas dire qu'elle aura plus de peine, hein, mais voilà, quoi, il y a des... C'est une phase, c'est tout à fait normal. Après, on arrive donc à ce qui s'appelle la phase d'élaboration. Et là, c'est une... Alors, quand vous pouvez voir que la personne a des systèmes de défense qui sont en route, où vous pouvez vous dire, là, elle est un petit peu trop longtemps en déni. Alors, sans vraiment la contredire, elle est dans sa direction, en quelque sorte, et au fil de la discussion, vous inquiétez pas, au fil du temps, elle va se déplacer de ces mécanismes de défense. Elle va en sortir, elle ne va pas rester dans le mécanisme de défense constamment. Mais ça peut être nécessaire pendant un certain temps, et donc, ne la contredisez pas, suivez un petit peu le truc, et petit à petit, justement, on arrive à la phase d'élaboration où la personne en crise commence à accepter ce qui s'est produit et peut donc libérer quelques ressources pour surmonter l'événement petit à petit. Alors ça peut être quelque chose qui peut prendre longtemps, enfin 1 an, peut-être même des fois un peu plus, et ça peut dépendre de la raison de la crise en quelque sorte. C'est-à-dire que disons que une personne a perdu son mari, avec qui elle a été mariée pendant, je sais pas moi, 40 ans. Alors déjà, c'est complexe, c'est une perte complexe, parce que le mari, c'était l'amant, c'était le réparateur, c'était celui qui pouvait la consoler, c'était celui qui... Enfin bref, il avait plusieurs rôles. Vous voyez. Et au fur et à mesure de la phase d'élaboration, tout d'un coup, on peut tomber dans une situation où on se dit, tiens, là, s'il avait été là, il aurait fait ça, ou qu'est-ce qu'il aurait fait, etc. Et donc, on peut repartir un petit peu, peut-être pas vraiment dans la phase de choc, mais on peut revenir un petit peu en arrière et avoir l'impression de devoir revivre une partie de la crise avant de pouvoir élaborer au-dessus de ça. Et ça, également, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que, ça y est, elle a fait une rechute, oh là là, mais on va lui donner des électrochocs. Non, ça veut dire que, voilà, là, il y a eu une facette de la personnalité ou de la chose qui a été perdue, qui se met en avant ou qui devient importante et qu'il faut travailler tout comme les autres choses ont été travaillées.
Et donc petit à petit, on commence à libérer ces ressources. Et puis, j'ai mis deux fois la même. Oui, bon, bah voilà. On commence à libérer des ressources et donc on peut commencer à trouver, si possible, une forme de sens, une forme de compréhension, une forme d'identification de ressources qu'on n'avait peut-être pas, parce qu'on est obligé peut-être de développer certaines ressources. Et puis, là, le travail, en quelque sorte, de l'ami ou de la compagne ou de la personne qui peut éventuellement épauler l'autre, ça va être justement cette forme d'accompagnement. Et là, il peut être nécessaire, des fois, d'avoir certaines thérapies, genre, je vais encore vendre ma boutique, hein, la thérapie cognitive, qui travaille justement beaucoup avec la façon dont on gère les émotions, dont les comportements, les émotions, et comment est-ce qu'on peut travailler certaines choses et les intégrer, en quelque sorte, et les accepter. Donc, si vous prenez ce genre de thérapie, ça peut aider énormément à ce que la personne puisse commencer à élaborer sur la crise et à trouver un sens, retrouver un sens, et puis commencer petit à petit à se réorienter. Donc la personne apprend à revivre avec l'événement, ou sans la personne, etc. Et puis, il y a une forme d'acceptation de ce qui s'est produit et ça devient une partie de notre existence, ça devient une partie de notre vie, ça devient une partie de nous. Ce sera toujours une cicatrice, hein, ça va être une plaie pendant longtemps, puis ça va se cicatriser, et ça va toujours faire mal de temps à autre, hein, il n'y a pas de miracle. Mais c'est quelque chose qui va nous aider à nous construire presque, qui va faire partie de notre personnalité, qui peut-être nous aidera à comprendre certaines autres personnes ou certaines autres situations ou à découvrir certaines choses. Après, je ne sais pas, ça dépend beaucoup de quelle est la situation. Et petit à petit, on s'engage dans de nouvelles activités ou on se réengage dans certaines anciennes activités. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, par exemple, vont entrer dans des associations pour travailler avec certaines choses ou aider certaines personnes. Après, voilà, ça commence à faire, ça fait vraiment partie de votre nouveau récit, en quelque sorte. Et là, dans ce cas-là, le rôle de l'environnement, ça va être justement de renforcer ça, de soutenir la personne dans son cheminement, en quelque sorte, et dans son développement, et en fin de compte, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir avancer, en quelque sorte, dans l'avenir. Et on va dire que dans ce cas-là, la crise, ça y est, elle est finie, en quelque sorte. Elle est devenue une partie, elle est finie. Elle est devenue une partie intégrante de nous. Et puis, elle n'influence pas notre vie de la même façon, à ce moment-là, qu'elle l'influençait à cette époque. Donc, quelques données. En fin de compte, aux environs de 70% des adultes ont au moins un événement traumatique au cours de leur vie. Pour les crises graves, on va dire en moyenne entre 18 à 24 mois. Alors, encore une fois, je sais que... Mais si vous allez chez le psychiatre, si vous prenez des médicaments, quels qu'ils soient, cela va allonger, ça peut allonger pas mal le rétablissement. Parce que cognitivement parlant, vous allez être moins bien armé, vous risquez de vous retrouver beaucoup plus en train de tourner dans les mêmes choses et d'avoir beaucoup de mal à travailler certaines choses. Donc, si on dit de 18 à 24 mois, ça va être pour une crise qui est travaillée de façon linéaire, ou plus ou moins linéaire, enfin de façon logique. À partir du moment où on commence à introduire de la chimie là-dedans, ça peut retarder les choses. Alors, pour certains, c'est peut-être bien parce que d'après eux, ça leur fait moins mal, mais ça veut dire que là, la période 18-24 mois, elle tient plus, quoi. Et il y a donc
En plus de ça, tout dépend aussi des soutiens disponibles que vous avez hein, pour vous en sortir, parce qu'il y a des choses dont il est beaucoup plus difficile de s'en sortir que d'autres, et surtout si on n'a pas de soutien moral. Ça dépend aussi de la résilience. Parce qu'on a tous une résilience plus ou moins forte, plus ou moins bonne, etc. Et ça, c'est important c'est important de s'en souvenir constamment parce que c'est pas parce que vous, par exemple, peut-être que vous avez beaucoup de résilience et vous avez surmonté les choses plus vite. Par exemple, vous avez surmonté en 18 ou 24 mois. Eh ben, c'est pas pour ça que la voisine ou votre sœur ou votre frère va le surmonter de la même façon et aussi rapidement. Pour certains, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus difficile, etc. Et donc tout dépendra aussi si vous avez des besoins de soins et de psychologues. Ça va dépendre de quelle forme de psychologie vous allez suivre, quelle méthode, etc. Ça peut dépendre de toutes ces choses-là. Non, je ne suis pas en train de vous dire que Macron va faire un 3e mandat, Olivier. Après, il y a donc la crise de développement. Et elle est un petit peu différente. Parce que les crises de développement, alors ça peut arriver en même temps, hein, vous pouvez avoir une crise traumatique en même temps qu'une crise de développement, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça va être des crises qui vont être plutôt, c'est pas traumatique, et ça va être lié à des étapes normales de la vie. Ça va être, on grandit, on vieillit, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire, enfin bref. Donc il y a tout un mécanisme qui fait qu'on est, en fin de compte, on est en changement constant. C'est-à-dire que je ne suis pas le même aujourd'hui que je l'étais hier. C'est aussi simple que ça. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, à moins d'avoir vécu quelque chose d'extrêmement traumatique dans notre temps, en temps normal, le changement est tout petit. D'accord ? Et petit à petit, eh ben, on vieillit, on change et on se déplace. Donc, psychologiquement, on se déplace un petit peu. Et le monde, à l'extérieur, les autres, vous aussi, vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que vous l'étiez hier et avant-hier, etc. Donc vous aussi, le monde se déplace. Donc tout ça, c'est un petit peu liquide presque. Et donc on est toujours obligé de s'adapter, de réguler un petit peu le curseur pour se réorganiser. Et donc, il peut y avoir, si vous n'êtes pas très attentif à ça, hein, par exemple, le bonhomme qui a 40 ans croit qu'il a toujours 18 ans, quand il se rend compte d'un coup qu'il n'en a pas 18, mais qu'il en a bien 40, il peut se passer des trucs, ça peut se passer un petit peu vite. Mais en règle générale, ça va être des crises prévisibles, inévitables d'une façon ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas nécessairement une crise dangereuse, ce n'est pas nécessairement violent. Hein. Moi, je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça, pas du tout même. Ça nécessite donc le bouger le curseur en quelque sorte. Alors, quelques exemples, hein, ça va être quand on est parti de la maison, qu'on a commencé à vivre tout seul, quand on a eu des enfants, donc cette fameuse crise de milieu de vie, 40, 50, 30, 40, 50 ans, ça dépend des... J'ai fait un webinaire sur le sujet d'ailleurs, la retraite, on connaît pas mal les situations où quand les gens arrivent à la retraite, boum, il se passe plein de trucs, et puis il y a toute une réadaptation à faire, enfin bref. Donc vous avez tous ces exemples qui... Je l'ai mis en double aussi, celle-là, dis donc. Voilà. Et dans ce cas-là, le soutien que l'on va donner à la personne en état de crise de développement, ça va être donc de l'aider à faciliter l'adaptation à ces nouvelles circonstances, à la soutenir dans la transition, mais l'aider lui ou elle à mobiliser les ressources qu'il va avoir à portée de main, et aussi éventuellement à lui faire comprendre qu'il en a d'autres et à l'aider à utiliser ces différentes ressources. Là, je crois que j'ai vraiment... voilà. Alors, encore une fois,
et également dans la crise de développement, il y a aussi les facteurs de résilience qui vont dépendre donc du soutien que vous avez autour de vous, la façon dont vous ressentez, et si vous êtes flexible. Plus vous êtes flexible cognitivement parlant et émotionnellement parlant, et plus ça va être facile pour vous de surmonter ces choses et de vous adapter. Le maître mot dans tout ça, en fin de compte, c'est l'adaptation, c'est la flexibilité. C'est le fait de reconnaître que on vieillit, on grandit, on change, on peut avoir des problèmes qu'on n'avait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se morfondre, mais ça veut dire qu'il faut les accepter et faire avec. En fin de compte, on n'a pas trop le choix. Et donc, un petit peu comme dans la crise traumatique, arrive un moment où il y a le phénomène d'acceptation qui est important à avoir, et donc de flexibilité, de développement de nouvelles facultés, ou de développer ces facultés d'une autre façon éventuellement. Pour finir un petit peu sur tout ça, j'ai réuni 10 conseils importants. Et ça va être surtout sur la crise traumatique, parce que comme vous pouvez le voir, la crise de développement, elle est quand même moins violente généralement, elle est plus prévisible, etc. Et c'est surtout la crise émotionnelle, la crise traumatique qui nous intéresse. Et donc là, il y a 10 petits conseils que je trouve importants. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mis ça sur un fichier PDF, vous pouvez le télécharger. Comme ça, vous pouvez l'avoir et le mettre sur votre frigo si vous en avez besoin. Mais 10 choses importantes. La première, c'est d'accepter les émotions de façon objective et compréhensive. Ne jugez pas les émotions des autres. Les émotions, elles sont réelles pour cette personne, point à la ligne, même si pour vous, ça paraît bizarre ou ne correspond pas. Donc, vous acceptez également les symptômes éventuels sans les minimiser et sans les expliquer. Encore une fois, il est très déstabilisant pour une personne en état de crise traumatique qui se dit « Oh là là, j'ai du mal à respirer, etc. » Donc dans ce cas-là, vous acceptez qu'elle a du mal à respirer, vous l'aidez à respirer un peu mieux, mais vous ne commencez pas à lui dire « Mais non, t'inquiète pas, c'est juste une crise d'angoisse. » On s'en fout, c'est pas ça qu'elle a envie d'entendre, c'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Essayez d'évaluer les ressources, les possibilités que cette personne peut avoir et l'aider éventuellement à l'engager en quelque sorte à aider les autres. Alors ça, c'est pas dans la phase de choc, hein, mais quand la personne commence à se sortir un petit peu, ça peut être une bonne idée de la faire travailler avec quelqu'un d'autre pour aider quelqu'un d'autre, se rendre utile, sentir que son expérience peut être utilisée, qu'en fin de compte, que ça n'a pas été sans but, ce traumatisme, que ça n'a pas été quelque chose comme ça, qui n'a absolument aucune apport, qui n'apporte rien. Et donc, il est également important de l'aider à faire face à la crise, et de lui parler, oui, de ses angoisses, de ses douleurs, et de les accepter. Et c'est vrai qu'il y aura des douleurs physiques. Et puis, l'aider à évaluer la situation de façon réaliste. Éviter. Alors, c'est vrai que ça peut être tentant, hein, de donner des faux réconforts ou des consolations en disant « mais tu vas voir, ça va bien se passer » ou « tu vas voir, rien ne va arriver, tu ne verras pas ça » ou « ça ne se produira pas », etc. Non, n'allez pas promettre ce genre de choses. Ça fait un petit peu d'essayer d'empêcher quelqu'un de pleurer parce que ça vous fait peur, donc on veut l'arrêter, et donc du coup on commence à lui balancer un petit peu n'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. Mais non, en fin de compte, c'est une très mauvaise idée. Évitez de faire des reproches ou de juger les personnes, ou essayer de trouver des... Si la personne, par exemple, est en partie responsable de ce qui arrive, alors même si ça peut être difficile, ne la culpabilisez pas et n'essayez pas non plus de donner la faute à quelqu'un d'autre pour la libérer de ça.
Là aussi, passer au-delà du sujet, en quelque sorte, en lui disant, bon, écoute, ça, franchement, c'est pas le plus important en ce moment. Moi, je trouve que tu devrais laisser couler un petit peu ça, et puis on en reparlera toujours un peu plus tard. Pour l'instant, voilà, quoi, la situation est comme ça. Et puis, l'aider dans ce cas-là. Surtout au début, il faut penser à une aide pour vraiment pour un petit peu tout et n'importe quoi. Faire les courses, le ménage, la vaisselle, enfin, les petits trucs. L'aider à lui faire à manger. Enfin bref, il peut y avoir besoin de ce genre d'aide. Et la 10e est très importante. Des fois, on veut aider les gens parce que, ben oui, on a beaucoup de peine pour eux. Et puis on commence à vouloir tout faire pour eux et on s'en surcharge en quelque sorte et on risque de ne pas pouvoir tenir ce qu'on a promis. Et là, dans ce cas-là, c'est une très mauvaise idée parce que du coup, on risque de culpabiliser quand on ne va pas pouvoir le faire. En plus, l'autre personne risque de se sentir trahie et c'est vraiment pas le moment où on a envie de se sentir trahi dans une situation comme ça. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas faire quelque chose pour une raison ou pour une autre, ben dites non. Hein, n'allez pas lui promettre que vous allez le faire. Mais vous pouvez toujours lui dire, ben écoute, je vais contacter un tel et un tel pour voir si il ou elle peut le faire. Moi, je ne peux pas, je ne vais pas avoir le temps. Enfin, après, je ne sais pas. Mais n'allez pas plus loin que vos propres forces. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, essayez de trouver de l'aide aux alentours pour ne pas être tout seul dans cette situation. Je vous avais promis un cours de danois. Alors ça, c'était ma participation à l'époque. C'est comme ça que j'avais fini mon truc. Alors, en danois, ça se dit holom, holvel, holkeft. Holom, ça veut dire entouré. Alors, quand quelqu'un est en période de crise, c'est ce que vous devez faire. À vous de vous en souvenir. Il y aura un terreau la prochaine fois. Holom, c'est donc entourer, prendre dans ses bras. C'est en quelque sorte le soutien émotionnel. Holvel, ça veut dire tenir fermement, tenir bon, maintenir. C'est un petit peu la constance dans l'accompagnement qui est nécessaire pendant tout le processus. Si vous êtes là, il faut être là. Et holkeft, ça veut dire ferme ta gueule, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien de pire quand, je sais pas moi, quand il y a quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a vécu et qui a été difficile, que vous avez un abruti qui lui dit « Ah bah oui, bah moi je te comprends parce que moi ça m'est arrivé quand mon chien est mort, blablabla, blablabla. » Non, vous la fermez et être là. Voilà. C'était, en fin de compte, alors, j'arrête le sharing. Voilà. Logiquement, ça devrait être ma tronche en plein écran. Voilà. J'espère qu'elle est bien centrée, ce coup-ci. Voilà. Donc, c'était à peu près les mots pour aujourd'hui. Les mots M-O-T-S, hein, pas M-A-U-X. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de questions, c'est parfait. Si vous voulez qu'un jour je tienne un webinaire sur un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis demandez-moi, et puis si je peux, je le ferai. J'aime bien le dernier mot, la ferme. Oui, exact. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Je prépare toujours mon tour de magie parce que je l'ai promis à l'un d'entre vous, enfin l'une d'entre vous. Donc il y aura un tour de magie. J'ai le sujet, je me suis en train de m'entraîner. Alors peut-être ce sera le mois prochain, j'en dis pas plus. Et puis écoutez, bonne soirée et puis à bientôt. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka.
Cyril Malka, sans divan.